Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président, Monsieur l'ambassadeur. C'est un honneur pour moi d'être présente parmi vous. Monsieur le Vice-président, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers délégués, chers représentants de la société civile, chers amis, chères personnes connectées en ligne. Tout d'abord, je souhaiterais dire toute ma gratitude au vice-président pour avoir convoqué ce dialogue. Merci également au Royaume des Tonga de m'avoir fait l'honneur d'avoir présenté ma candidature. Je me présente devant vous ce matin en tant que diplomate équatorienne. J'ai travaillé sur 4 continents en tant que membre du gouvernement, en tant que responsable d'une organisation régionale en Amérique latine. Je me présente également devant vous en tant que candidate qui a contribué à négocier un accord de paix entre 2 États membres de l'ONU. J'ai ainsi contribué à une solution pour le climat, pour l'allègement de la dette. Par ailleurs, pour ce qui est de l'histoire de ma famille et de ma carrière, eh bien, je me trouve à cheval entre l'Amérique latine, le Moyen-Orient, le Nord global. Je me présente également devant vous en toute humilité, en tant que mère. Il y a plus de 40 ans, dans une cave à Beyrouth, où j'ai habité pendant toute la guerre civile, j'ai tenté de réconforter mes 3 enfants alors que les bombes tombaient autour de nous. Et à ce moment-là, j'ai pris un engagement. J'ai promis que si mes enfants étaient épargnés, je consacrerais toute ma vie à la paix. Et j'ai tenu cette promesse depuis toutes ces années. Cela fait des décennies que je travaille dans le monde de la diplomatie. Et c'est ces décennies de travail qui m'amènent à être aujourd'hui candidate. Je m'engage à contribuer au renouvellement, à la refonte de l'ONU et à honorer les promesses qui ont été énoncées dans le préambule de la charte, c'est-à-dire préserver les générations futures du fléau de la guerre. Et j'ai moi-même vécu la guerre, le fléau de la guerre. J'ai l'intention de tenir cette promesse. Et ce sera ma priorité si j'ai l'honneur d'être désigné en tant que 10e secrétaire général de l'ONU. Ce matin, j'ai également l'intention d'être la plus franche et la plus transparente possible pour vous expliquer ce que je ferais si j'étais désigné secrétaire général. Je me suis récemment entretenu avec quelqu'un qui m'a posé une question. Comment comptez-vous gérer l'ONU si vous êtes désigné? Et j'ai dit, eh bien, je n'ai pas l'intention d'être une gestionnaire. Non. Un gestionnaire, c'est quelqu'un qui met en œuvre un énoncé de mission. Mais un dirigeant, c'est quelqu'un qui suit un cap, une étoile polaire. Et mon cap, dans le cadre de l'ONU, ce n'est pas nécessairement la réforme. Le cap que je me fixe, c'est la refonte. La refonte de ses promesses, bâtir la paix, prévenir les guerres. La refonte de cette promesse qui est de promouvoir la dignité humaine et le progrès social. Il s'agit également de renouveler la vision selon laquelle l'ONU peut être l'organisation où les nations du monde conjuguent leurs efforts afin d'atteindre des objectifs qui ne pourraient être atteints individuellement par ces pays. Je souhaiterais présenter les 5 piliers qui articulent ma vision. Tout d'abord, le maintien de la paix de façon directe
et indirecte. Je suis la seule candidate qui a connu la terrible réalité des conflits entre deux États membres de l'ONU. J'ai tenu cette promesse faite il y a 40 ans, et lorsque j'ai eu l'honneur de négocier un accord de paix durable entre deux États souverains, le Pérou et l'Équateur, eh bien, j'ai contribué à négocier le traité de 1998 qui a mis un terme à un conflit frontalier qui a duré toute une génération entre ces deux pays, un conflit qui a coûté la vie à d'innombrables personnes. En tant que prochaine secrétaire générale, j'utiliserai tous les outils qui ont fait leur preuve, les outils de la diplomatie préventive, de la médiation, de l'alerte précoce. Et surtout, je serai présente sur le terrain. Non pas seulement au siège, à New York, au 48e étage, mais dans les zones de guerre, dans les zones de tension, pour travailler avec tous les belligérants, toutes les parties pour mettre un terme au conflit avant qu'il n'éclate. La mission de bons offices du secrétaire général, cette mission doit être une mission active. J'ai l'objectif d'utiliser cette prérogative personnellement, c'est-à-dire les bons offices de la secrétaire générale pour bâtir la paix. Il y a quelques 60 conflits à travers le monde. 60. Il faut par ailleurs prévenir les conflits qui pourraient survenir à l'avenir. Je ne l'espère pas. Deuxièmement, la modernisation du Conseil de sécurité. Nous devons regarder la réalité en face. Le Conseil de sécurité est paralysé. Il reflète une réalité, la réalité de 1945. Il suffit de regarder le monde d'aujourd'hui pour voir que nous avons besoin de renouveau. 2% seulement de la population mondiale, 174 millions de personnes, étaient en vie lorsque l'ONU a été créée. Il y a aujourd'hui 8 milliards de personnes. Par ailleurs, les deux continents qui ont connu la plus grande réduction démographique, ces deux continents détiennent le même nombre de postes permanents au Conseil de sécurité. Et les continents, le continent qui a connu la plus grande croissance démographique, lui, n'est pas représenté avec un siège permanent. Comment affirmer, par conséquent, que l'ONU a évolué à mesure que le monde a changé? Cette sous-représentation structurelle de la majorité globale est injuste, profondément injuste. Et c'est la principale raison pour laquelle le Conseil de sécurité se retrouve très souvent dans l'impasse, incapable de se mettre d'accord. Je comprends bien entendu que le secrétaire général, la secrétaire générale ne peut seul changer la charte de l'ONU. Mais le secrétaire général a voix au chapitre, comme c'est mon cas ce matin, et je n'ai pas l'intention de faire preuve de neutralité administrative. En tant que secrétaire général, j'utiliserai ma capacité de persuasion, la capacité de mon bureau pour travailler avec vous, avec l'Assemblée générale, avec le Conseil de sécurité, afin d'entamer un élan pour un Conseil de sécurité modernisé qui reflète la réalité du XXIe siècle. Un Conseil de sécurité beaucoup plus efficace. Troisièmement, la question de la dette et du développement. Le développement, comment débloquer les financements? Nous en parlons tous. Nous devons repenser notre approche pour ce qui est des objectifs de développement durable, car notre approche actuelle ne fonctionne pas. Moins d'un cinquième des cibles des ODD sont en bonne voie pour 2030. 2030, c'est dans quelques années. Et donc cet échec, ce n'est pas un manque d'ambition, c'est un manque de mise en œuvre sur le plan financier. Les pays en développement se retrouvent piégés en raison d'un fardeau de la dette énorme. Les financements qui devraient contribuer à bâtir des écoles, des cliniques, des infrastructures vertes, ces financements sont utilisés pour rembourser des prêts. Nous devons cesser de lester le Sud global de nouvelles
dette, nous devons au contraire réécrire les règles financières, des règles qui ont été écrites pour une ère révolue depuis longtemps. J'ai une expérience personnelle grâce à laquelle je peux contribuer. J'ai travaillé dans le cadre de partenariats publics-privés, dans le cadre d'instruments climatiques innovants, notamment des obligations vertes et bleues, pour protéger la biodiversité dans des régions telles que les îles Galapagos de l'Équateur et l'Amazone de la Sunny, tout en permettant un allègement de la dette, ce qui montre que nous pouvons dégager une marge de manœuvre budgétaire. Nous avons besoin de permettre aux autorités locales et nationales d'agir plutôt que d'avoir des approches trop ascendantes. La prospérité, la planète, ce n'est pas contradictoire. En tant que secrétaire général, j'encouragerais plus de solutions gagnant-gagnant de ce type que nous devrons mettre en œuvre à plus grande échelle. Quatrièmement, la dignité humaine. Une nouvelle frontière. Nous devons permettre, nous devons réaffirmer la confiance, ou plutôt la foi que nous portons dans la dignité, dans la valeur de la personne humaine, dans les droits égaux des hommes et des femmes et des nations, indépendamment de leur taille. Aujourd'hui, la dignité humaine revêt d'importance dans des secteurs que nos ancêtres n'avaient pas envisagés, notamment l'intelligence artificielle. Les règles qui régissent l'intelligence artificielle sont en train d'être écrites par une poignée d'acteurs privés et d'États puissants sans aucun consentement mondial. Et pourtant, les forces de l'intelligence artificielle représentent encore un mystère pour la plupart de nos concitoyens, et pourtant cela va avoir un fort impact sur les populations. Et donc l'ONU doit être l'organe de négociation universel où tous les États, les petits comme les grands, contribuent à établir des garde-fous éthiques, justes, équitables et contraignants. Il faut également avoir une discussion sur la dignité humaine en tenant compte de la menace climatique, sinon cela n'a aucun sens. Il me semble que nous devons respecter le consensus scientifique. Cela ne signifie pas accepter des solutions qui ne tiennent pas compte des véritables perturbations que cela pourrait causer pour des centaines de millions de personnes. Il y a beaucoup de conférences, beaucoup de rapports qui ont été rédigés par l'ONU. Mais hélas, sur le plan pratique, trop peu a été fait. Et donc, je vais mettre l'accent non pas sur les conférences, mais sur le fait de bâtir le consensus pour que nous nous engagions sur la voie de l'action et des résultats. Pour les PEID, notamment le royaume des Tonga, pour les PEID, le risque climatique n'est pas une menace future abstraite, c'est une réalité, une menace existentielle. La montée des eaux, l'acidification des océans, les événements météorologiques extrêmes menacent le patrimoine culturel, la survie économique, la survie et l'existence territoriale. Idem pour les îles Galapagos, auxquelles nous tenons tant en Équateur. Il y a un risque de catastrophe environnementale dans ces pays qui ne sont pas responsables de cette crise. Ne le perdons pas de vue. Et enfin, et ce sera mon cinquième point, je connais bien le monde de la diplomatie internationale. Néanmoins, je suis d'une certaine façon une personne extérieure à l'organisation. Donc vous avez beaucoup à m'apprendre et je peux ainsi contribuer à la refonte de l'ONU. Je ne souffre pas du problème de l'inertie. Je suis prêt à insuffler de nouveaux talents, de nouvelles idées pour générer de véritables résultats pour les 193 États membres de l'ONU. Enfin, parfois les clichés sont vrais. L'ONU, aujourd'hui, se trouve à un moment charnière. Nous pouvons rester piégés dans la routine bureaucratique ou nous pouvons décider de faire preuve d'ambition pour rebâtir l'ONU et pour tenir cette promesse, comme la promesse que j'ai faite il y a 40 ans à mes enfants à Beyrouth. Si je suis désigné 10e secrétaire général, je vous promets de travailler jour et nuit afin de bâtir une organisation
renouvelée qui atteint les objectifs pour les 8 milliards de personnes pour bâtir un monde meilleur pour les générations futures, pour une organisation qui rendrait fiers les architectes de cette organisation. Merci de votre attention